Et améliorer la participation des personnes handicapées à la société, enfin grâce à l'accessibilité numérique. Donc tout d'abord, je souhaitais remercier toute l'équipe de Blend qui font un travail formidable dans l'accueil et le soutien des bénévoles. Je voulais vous dire, pour ceux qui ont du mal à suivre, que ma présentation se trouve en ligne, donc aussi bien la transcription textuelle que le support de présentation. Donc ne contrôlez pas, on ne s'est pas dit que je vais répéter exactement ce qui est écrit, mais bon, on va essayer. Donc l'adresse c'est a42.fr/blend2018. Voilà. Donc je remercie Blend pour leur accueil et de m'avoir permis de participer à cette conférence pour donner un petit point de vue sur la participation des personnes handicapées et grâce à l'accessibilité numérique. Donc tout d'abord, je voudrais me présenter rapidement. Je m'appelle Sylvie Duchâteau, je suis aveugle de naissance et je travaille dans le domaine de l'accessibilité ce mois-ci depuis 20 ans. Depuis encore plus longtemps, j'utilise l'ordinateur pour ma vie professionnelle, mais aussi mes loisirs et mes activités associatives, puisque je suis militante dans plusieurs associations de parents, notamment au lycée et au collège de mes enfants, et que je suis trésorière de l'Association nationale des maîtres de chiens guides pour faire connaître les droits des maîtres de chiens guides dans la société. Pour présenter rapidement la société pour laquelle je travaille, il s'agit d'Access 42, qui est une coopérative SCOP et une entreprise solidaire d'utilité sociale, on appelle ça ESUS. Et la spécialité d'Access 42, c'est l'accessibilité numérique. Donc nous faisons des formations, de l'accompagnement, de l'audit en accessibilité numérique et nous publions des ressources open source pour informer les gens sur le sujet. Access 42, c'est aussi 9 personnes et une chienne guide, Isba, qui est couchée et qui ronfle pour cette conférence à côté de moi. J'en profite enfin pour remercier mes collègues pour leur soutien et leurs conseils très précieux pour la mise en place de cette conférence. Alors, au programme de cette conférence, elle va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous parler des personnes handicapées, de qui elles sont, comment elles utilisent le web, comment elles naviguent, comment elles se servent du numérique, quelle est la législation et les problèmes qu'elles rencontrent dans l'accessibilité numérique. Ensuite, je vous montrerai des exemples pratiques donc de choses qui nous rendent la vie très, très difficile et des solutions qui vont permettre de les améliorer. Je terminerai par vous donner quelques pistes pour améliorer la situation et permettre aux personnes handicapées d'être totalement intégrées grâce à l'accessibilité numérique. Donc on va commencer par les fondamentaux en ce qui concerne le handicap, l'accessibilité et la législation. Donc il faut savoir qu'il y a une définition, si on vous demande une définition sur l'accessibilité numérique, c'est celle-là qu'il faut retenir, qui vient en fait de la Convention de l'ONU pour les droits des personnes handicapées, publiée en 2006 et ratifiée par la France en 2010. Donc selon cette convention, le handicap, les personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, j'ai bien dit durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc c'est l'article 1er de la fameuse convention dont je vous reparlais. Donc cette convention est essentielle, c'est vraiment la base de la définition du handicap telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc toujours dans les fondamentaux, l'accessibilité c'est un droit que nous avons, c'est obligatoire. Ça va nous permettre en fait à nous personnes handicapées de jouir pleinement de nos droits et de nos libertés fondamentales en levant les barrières que nous pouvons rencontrer. Et donc l'accessibilité numérique, en fait, c'est une démarche d'égalité et ça constitue un enjeu politique et social qui va être essentiel afin de garantir à tous, sans discrimination évidemment, le même accès à l'information et aux services en ligne. Donc l'accessibilité, comme vous le verrez, c'est la base.
Donc, en ce qui concerne la législation, elle existe. Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours sur la législation, ce n'est pas le but de la conférence. Mais c'est une loi qui est fondamentale, qui est une réforme de la loi de 1975, qui était déjà un début. C'est la loi de 2005 sur l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Qui publie son article 47, en fait l'article 47 sur l'accessibilité des services publics en ligne. Et cette loi a permis de mettre à jour cet article en 2016 et 2018, donc dans ce qui concerne le volet numérique. Donc pour résumer, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de cette loi, il y a une obligation d'accessibilité pour les sites et les applications web, mais ça concerne malheureusement au départ que le service public et les collectivités territoriales, etc. Donc depuis, ça a été étendu à d'autres services. Ce sont les organismes délégataires d'une mission de service public. Donc cela va par exemple être une compagnie de transport ou la compagnie des eaux. Et ça va aussi concerner des sociétés privées. Et ça, on va pouvoir déterminer qui est concerné en fonction du chiffre d'affaires de la société qui va être déterminé par décret. Donc on attend toujours ce décret. Donc cela va impliquer, à mon avis, qu'au moins les entreprises du CAC 40 devront être accessibles et respecter les normes d'accessibilité. Il y a eu aussi des évolutions dans tout ça, c'est que bientôt il y aura des sanctions financières pour tout site qui ne respecte pas l'accessibilité numérique. Ça pourra aller jusqu'à 25 000 €. Et ces sanctions pourront être données si le niveau d'accessibilité du site n'est pas affiché sur la page d'accueil. Donc on ne demande pas à ce que tout le monde soit accessible, mais au moins de dire où on en est, si on a fait les efforts de faire de l'accessibilité. Il faut aussi pouvoir publier régulièrement des plans de mise en accessibilité. Essayer de planifier un peu comment on va faire pour rendre son entreprise accessible. Et ce plan, il peut s'étaler jusqu'à 3 ans. Donc prévoir dans les 3 prochaines années comment on va faire. Ensuite, il faut donner la possibilité de permettre aux utilisateurs de signaler s'ils rencontrent des problèmes d'accessibilité sur le site. Donc par un moyen, par exemple, donner un contact courriel ou un formulaire de contact qui va permettre à la personne de dire « attention, j'accède pas à l'information ». Donc on a j'ai mis un lien sur le diaporama pour expliquer un peu, pour ceux qui veulent, parce qu'on n'a pas le temps là, que contient la loi et ce que ça implique. Donc vraiment, cette loi, elle est essentielle pour débuter. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et vous parler des personnes handicapées et le numérique. Donc tout d'abord, je vous invite à essayer de réfléchir à ce qu'est votre utilisation du numérique aujourd'hui. Pourquoi vous utilisez le numérique? Qu'est-ce que vous faites avec? Et ensuite, donc, voilà ici quelques chiffres qui ont été publiés par le CREDOC. Donc c'est une enquête en fait sur les conditions de vie et les aspirations de juin 2017 sur un échantillon de Français. Je crois qu'il y en avait 2209, quelque chose comme ça. Donc on leur a demandé un peu plein de choses sur l'accessibilité sur le numérique. Et donc selon cette enquête, il y aurait 67% des Français qui utilisent l'administration électronique, ou qu'on appelle aussi e-administration. Il y en a 61% qui ont fait un achat en ligne au cours des 12 derniers mois. Et il y a 59% des personnes interrogées qui sont inscrites sur les réseaux sociaux. Alors réfléchissez, est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous n'en faites pas partie? Je ne sais pas. Donc en ce qui concerne les personnes handicapées, comment ça se passe? Pour ça, on n'a pas les chiffres. Donc les personnes handicapées, rien qui sait, c'est qui ces gens-là? On ne peut pas généraliser en fait. Il y a énormément de handicaps et énormément de personnes concernées. Donc on a des handicaps qui sont visibles, donc ça c'est facile. Par exemple, handicap visuel, enfin les personnes aveugles, vous le voyez tout de suite. Hein, ça se sent, ça se voit. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'est pareil, on le voit tout de suite. Mais il y a des handicaps, et ce sont les plus nombreux et souvent les moins reconnus,
qui sont invisibles. Par exemple, je discutais tout à l'heure, plusieurs fois, avec quelqu'un qui a le syndrome d'Asperger, et ça se voit pas. Et puis si elle vous le dit pas, et puis elle aura peut-être pas envie de vous le dire, vous ne le saurez pas. Et pourtant, elle pourra être gênée dans certaines situations. Donc il y a d'autres handicaps, donc pareil, une personne sourde par exemple, qui a un handicap auditif, ça ne va pas être écrit au milieu de sa figure qu'elle est sourde. Et puis elle n'aura pas à vous le dire, donc ça ne se voit pas forcément. Il y a d'autres gens qui ont des difficultés intellectuelles, ça ne se voit pas non plus. Tout ce qui est handicap cognitif, les gens en plus ont du mal à l'admettre ou à le faire reconnaître. Moi, j'ai croisé l'autre fois une personne qui me dit « Excusez-moi, je suis 10 ». Moi, je me suis désolée, mais on ne s'excuse pas d'être 10, on est 10 et on l'affirme. Et puis les gens essayent de faire en sorte de nous aider au mieux. Et donc voilà, il y a d'autres handicaps qu'on appelle le polyhandicap. Ça va être en fait une combinaison de handicap mental et sensoriel, par exemple, ou sensoriel et physique. Il y a d'autres handicaps qui sont encore moins visibles, c'est ce qu'on appelle les troubles de santé invalidants. Donc quand vous souffrez d'un cancer, que vous avez des douleurs chroniques, que vous avez des allergies, vous allez très bien à un certain moment, puis quand la douleur est bien, vous n'allez plus. Et donc là, vous êtes aussi handicapé pour certaines tâches que vous avez à effectuer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que la personne handicapée, on peut décrire chaque personne par son handicap, en fait. C'est-à-dire, les aveugles, ils sont comme ci, les dyslexiques, ils sont comme ça. Ce n'est pas vrai. Chaque personne est différente. Chaque personne a ses possibilités, ses peurs, ses appréhensions, ses volontés, etc. Et donc, chaque personne est une personne, en fait, qu'elle soit handicapée ou pas. Donc, le handicap en France... on va donner un chiffre un peu marteau, là, 12 millions de personnes. Elles ne se reconnaissent pas toutes toujours comme étant handicapées, mais potentiellement, ça peut être 12 millions de personnes qui seront concernées. Et ce ne sera pas les 12 millions de personnes qui viendront vous dire « Oui, attention, moi j'ai tel handicap, etc. » Souvent, on ne le dit pas et on n'a pas envie de le dire. C'est un peu frustrant quand même de le dire. Donc 12 millions de personnes qui peuvent être gênées dans leur activité, qui sont concernées. Donc ça fait quand même une personne sur 5. Donc, comme je vous le dis, il y en a une multitude. Et ce nombre augmente en plus avec les personnes âgées, puisque quand on vieillit, on a toutes nos capacités, ou une grosse partie de nos capacités qui vont diminuer à cause de notre âge grandissant. Donc, on perdra la motricité, la vision, la mémoire, etc. Donc, on peut arriver assez facilement à 20 millions de personnes qui pourraient être concernées par le handicap. Donc, pour accéder au numérique, alors vous allez me dire, le numérique, ouais, une personne handicapée, elle ne peut pas s'en servir, ça sert à quoi, c'est n'importe quoi, etc. Mais si, et c'est vrai que moi, quand on me demande, quand je dis j'utilise mon téléphone, mon portable, bon, tu peux utiliser le numérique, et bien oui. Et il y a plus de gens que vous ne le croyez. Donc il y a énormément d'aides techniques qui existent. On appelle ça aussi technologie d'assistance. Donc j'en ai affiché un certain nombre à l'écran. En ce qui me concerne, j'utilise un logiciel qu'on appelle lecteur d'écran. Donc c'est un logiciel qui va analyser l'information affichée à l'écran et la retranscrire en texte. Et ensuite, on peut le lire avec une plage braille, ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est le petit outil que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Et on peut aussi entendre l'information grâce à une synthèse vocale. Ensuite, on a d'autres outils. Par exemple, une personne qui est très malvoyante va se servir d'outils comme des logiciels de grossissement ou des logiciels pour changer les contrastes, pour changer la police, etc., pour mieux voir l'écran. Il y a des outils qui sont utiles au handicap physique, par exemple, donc des claviers monomanuels ou des outils de pilotage avec la tête ou le regard, qui vont permettre en fait de faire des actions sur l'ordinateur autres que la souris. Il y a aussi des souris spécialisées qui ne fonctionnent pas tout à fait comme les souris que vous utilisez pour qu'on puisse accéder à l'information. Pour pouvoir écrire, toutes ces personnes vont utiliser donc les outils dont je viens de parler et pointer sur ce qu'on appelle un clavier visuel. Donc le clavier visuel, c'est un petit clavier comme on le voit sur les téléphones portables aujourd'hui. Vous allez pointer la lettre sur le clavier et puis dire, voilà, t'écris cette lettre-là.
Donc tous ces outils, certains sont très très chers, comme ma plage braille, hein, qui fait 3 000 €, celle-ci. Il y en a d'autres qui ne coûtent que quelques euros et qui peuvent être soit achetés quelque part, mais qui aussi sont du bricolage effectué par les ergothérapeutes, par exemple, pour permettre à une personne qui a un handicap physique de naviguer. Il y a aussi des outils qu'on appelle, qui sont assez impressionnants. C'est le contacteur au souffle, qui permet, juste en soufflant, de piloter l'ordinateur. Et bientôt, peut-être un jour, de pouvoir piloter tout ça par la pensée. Pour une personne qui a déjà pu se mouvoir dans sa jeunesse, comme elle a su bouger, et grâce à la pensée et des robots, etc., elle va pouvoir piloter les choses. Donc les outils, c'est très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne n'est pas maîtresse de ces outils de la même façon. Chacune et chacun utilise ces outils d'une façon à elle, et parfois ne sait pas trop s'en servir, quoi. Donc pour utiliser un outil, il faut y être formé, et c'est pas toujours évident de s'en servir. Donc en ce qui concerne le numérique, pour moi, le numérique, ça va être une promesse d'émancipation et d'autonomie, parce que ça va me permettre à renforcer l'indépendance pour, par exemple, accomplir des tâches dont le quotidien, jusqu'alors, était impossible. Par exemple, lire un livre sur papier, c'était impossible. Pour une personne qui ne peut pas se servir de ses mains, feuilleter les pages d'un livre, c'est pas possible non plus. Ou quelqu'un qui a des difficultés de concentration, de lecture, remplir un formulaire au stylo, c'est infaisable. Elle doit utiliser le formulaire 5 fois avant de le remplir comme il faut. Oui, donc grâce au numérique, on va pouvoir être autonome dans ses actions sans avoir l'aide d'une tierce personne. Ça va nous permettre d'être vraiment indépendants. Donc, par exemple, ça va être lire un document, remplir un formulaire. Donc, j'ai pu, par exemple, en 2015, déclarer mes impôts en ligne toute seule, comme une grande, grâce au numérique. Se renseigner ou prendre un rendez-vous par téléphone. Par exemple, là, j'ai affiché quelques témoignages. Mon amie Sophie Drouvois, que j'apprécie beaucoup, a écrit un article de blog sur Roger Voice, comment il a changé ma vie. Et elle décrit ceci comme un sentiment de liberté enivrant. Parce que grâce à Roger Voice, maintenant, elle peut téléphoner toute seule avec les gens avec lesquels elle peut parler. Et donc, c'est vraiment une avancée, une autonomie pour elle. Voilà. Donc, le numérique en 2018, je vais vous dire un truc, c'est une confidence, hein, c'est un rendez-vous manqué. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration et un découragement au quotidien pour beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des contenus numériques restent inaccessibles. Et donc, souvent, on arrive sur un site, on essaye de faire quelque chose, et puis on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on est casse-cou comme moi et on le fait, soit, parce qu'on n'arrive pas à servir de son aide technique, on ne sait pas comment faire, et on ferme la fenêtre du site et on n'y revient plus et on est découragé. Donc, ça, du coup, comme le numérique n'est pas accessible encore, on est à nouveau exclu de la société, alors que si tout avait été bien fait, on aurait pu faire les choses comme les autres. Donc là, j'ai encore d'autres témoignages. J'ai, par exemple, pour ma part, changé d'opérateur téléphonique parce que celui que j'avais, j'en avais marre, il ne faisait pas ce que je voulais, il y avait des captchas sur les mots de passe, etc. Et donc, j'ai changé d'opérateur pour être un peu plus tranquille. Et une autre amie à moi qui a un jour dit lors d'un témoignage, elle aimerait bien ne plus se poser de la question de savoir si l'application elle est accessible pour pouvoir l'utiliser ou pas. Et l'utiliser parce que c'est l'application qui lui plaît et pas parce que c'est une application accessible. Donc, les personnes handicapées aujourd'hui, le numérique, ça va nous permettre, entre autres, d'avoir accès à l'emploi.
il faut savoir, hein, en préambule, qu'il y a encore beaucoup de personnes handicapées qui ne travaillent pas, soit parce qu'elles vivent d'une allocation qui lui convient comme ça, et si elles travaillaient, peut-être qu'elles gagneraient moins, mais aussi parce qu'elles n'ont pas la formation ou quoi que ce soit. Mais souvent, l'emploi pour les gens qui travaillent, ça va être souvent une situation d'insécurité professionnelle permanente, parce que les technologies, comme on va le voir, évoluent. Donc, quand le gouvernement a publié des chiffres sur le taux d'emploi des personnes handicapées, et on dit qu'il est 2 fois supérieur au reste de la population. Donc, il y a 19% de personnes handicapées sans emploi contre 10% de la population valide. Et pour les salariés handicapés, on a un gros problème, c'est que donc les technologies changent, les logiciels aussi. Et donc des logiciels qui étaient utilisables il y a quelque temps, tout d'un coup, vont devenir inaccessibles parce qu'ils ont été refaits, reformulés, repensés, et avec l'outil qu'on a, on ne peut plus s'en servir. Donc ça implique que la personne va être changée de poste et qu'elle va effectuer un travail pour lequel elle n'est pas qualifiée ou qu'elle est surqualifiée. Et parfois, ça peut même mener jusqu'au licenciement de la personne parce qu'on n'a plus de quoi l'occuper, parce que les logiciels ne sont pas accessibles. Et donc, elle est à nouveau mise au placard, mise à la rue. Et donc, il y a eu un rapport du défenseur des droits qui indiquait que le premier motif de signalement de discrimination auprès du défenseur des droits, c'était le problème de l'emploi et les droits des personnes handicapées. Et donc, en ce qui concerne l'emploi des personnes handicapées, le défenseur des droits a publié une décision en 2017 concernant les discriminations et l'accessibilité des logiciels utilisés par les agents publics des administrations. Parce qu'il y a donc une association de personnes handicapées qui a porté plainte en disant que les fonctionnaires aveugles, par exemple, ne pouvaient plus utiliser les logiciels, donc ils étaient là licenciés et exclus. Et donc la décision a été de demander à ce que les ministères concernés prennent les mesures pour que les logiciels respectent les standards d'accessibilité. Donc je vous ai mis un lien vers le texte qui explique cette décision et tous les enjeux de la décision. Donc justement, la norme, elle existe. Il s'agit d'une norme qui a été émise par le W3C, le World Wide Web Consortium, qui a un meeting, en fait, toute une série de meetings à côté. Et la norme s'appelle WCAG 2.1. Donc, dans sa version précédente, elle est devenue norme ISO en 2012. Donc, c'est une norme quand même. Et pour l'appliquer en France, on a un référentiel qui s'appelle le référentiel général d'accessibilité, le RGA, qui va donner en fait des explications thématique par thématique sur comment respecter la norme. Donc, comment faire des images accessibles, des liens, des formulaires, et comment structurer les pages de façon accessible. Pour comprendre le RGA, il existe de nombreuses ressources qui sont classés par métier, qui vont permettre de prendre en main le référentiel. Donc, par exemple, pour le designer, le chef de projet, le développeur, mais aussi les contributeurs. Et ça concerne aussi des types de développement, comme le développement web ou le développement mobile. Donc, j'ai mis un lien vers les ressources, si vous avez besoin de les connaître. Donc, pour tout ça, c'est bien. Donc, on a vu qu'il y avait une norme, qu'il y avait une loi, qu'il y a de la législation, qu'il y a des technologies d'assistantes qui sont parfois très évoluées, très performantes, donc qu'il faut maîtriser évidemment, mais malheureusement, trop souvent aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des sites inaccessibles, et je voulais maintenant vous montrer des exemples d'erreurs basiques que si elles n'étaient pas faites, on accéderait sans problème à ces sites. Donc il ne suffit pas d'avoir les logiciels super chers, la loi, etc., mais il faut aussi qu'on fasse les sites accessibles. Donc le premier, ce sont les textes en images. Donc les textes en images, vous en avez certainement vu, c'est aujourd'hui un gros problème pour un grand nombre d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'il faut mettre ce qu'on appelle une alternative aux images. Donc elle est mise, elle est par exemple partout, mais on peut se demander quelle en est leur pertinence. Et souvent, malheureusement, la pertinence, elle n'est pas là. Alors, je vais monter le son. Voilà, non, c'était bon, il était monté. Donc, je vais vous faire écouter
ce qu'on entend pour une image. Alors, dans la transcription textuelle et dans le diaporama, là, il y a un bouton qui vous permet d'afficher, pour ceux qui n'entendraient pas plus tard, d'afficher ce que dit la synthèse vocale. Graphique, contactez-nous par mail, en lien cliquant ici, par téléphone, visitez lien. Donc, graphique, contactez-nous par mail, par téléphone, en cliquant ici. Et le téléphone, il est où? On ne sait pas. Eh bien oui, ça a des impacts sur les utilisateurs. Vous n'avez pas eu peur, non, ça va? C'est Halloween bientôt. Mais... non, bon. Donc les premiers utilisateurs que je souhaiterais évoquer, parce que je ne vais pas éviter que ma paroisse, ce sont les utilisateurs malvoyants, donc qui peuvent encore lire les images. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap visuel qu'on n'a pas accès aux images. Les utilisateurs dyslexiques, oh là, c'est dur à dire ça, ou ceux qui ont un trouble cognitif. Donc, qui sont intelligents, mais qui sont très, très forts, mais qui vont avoir du mal à lire les images. Donc, pour eux, en fait, il faut adapter la présentation, pouvoir changer les contrastes, les couleurs, la police, l'espacement, l'interlignage, etc. Sur des images comme ça, pour faciliter leur lecture, c'est impossible. On ne peut rien modifier, parce que c'est une image, donc c'est bloqué. Donc, on ne peut pas lire le numéro de téléphone dans l'image. Les autres utilisateurs, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, ce sont les personnes qui utilisent les lecteurs d'écran. Donc là, je rappelle que certes, je suis l'une des premières utilisatrices de lecteurs d'écran, mais il y a aussi, pareil, des personnes qui sont très malvoyantes, dont la vue va fatiguer, donc qui n'arriveront plus à lire les images au bout d'un moment. Et il y a aussi les personnes, pareil, qui ont des difficultés de lecture et qui, au bout d'un moment, ne pourront pas se concentrer sur l'image, donc vont avoir le lecteur d'écran pour se faire lire l'image. Donc là, pareil, le constitut restitué à l'utilisateur, c'est l'alternative de l'image. Donc, dans cet exemple d'image, elle est vide. Donc, ils ont mis le lien, cliquant ici à la place. Mais donc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Si ce n'est pas ou mal renseigné, on n'a pas accès à l'info. On ne saura jamais le numéro de téléphone de ce service client. Et donc, on ne pourra pas contacter ce service client. Donc, j'ai mis un petit lien là, vers le guide des défauts d'accessibilité, impact sur les utilisateurs, qui explique, donc, notamment pour les images, toute la problématique. Alors les solutions pour réparer tout ça, c'est quoi? Ça va être, quand c'est possible, de remplacer les images texte par du texte stylé en HTML et CSS. Et c'est la possibilité de mettre à disposition un mécanisme de remplacement des images donc, qui va vous permettre de styler ces images. Donc pour info, là vous voyez une capture d'écran d'un petit outil qu'on a développé qui est basé sur JavaScript et qui permet justement d'injecter le texte contenu dans l'alternative de l'image en remplacement de l'image elle-même pour pouvoir la lire plus facilement. Et donc ça va permettre d'adapter l'apparence du texte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des exceptions à ça. Je sens les designers, les graphistes qui sautent au plafond. Donc l'exception, ce sont le cas où la police ne peut pas être productible en CSS, hein, quand vous avez une police un peu fantaisiste à utiliser, ou quand vous avez des logos ou une typo fantaisiste. Donc là, dans ce cas-là, il y a une exception, on permet le texte en image. Alors le deuxième point épineux, ce sont les formulaires. Et là, on en a de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, le formulaire, il nous sert à tout faire sur Internet. On va pouvoir réserver un billet, on peut déclarer ses impôts, on peut faire une recherche de documents. Donc on peut faire plein de choses avec le formulaire. Donc là, je vais remettre ma synthèse vocale, donc la vraie, pour vous expliquer un peu ce qui se passe lorsqu'on arrive sur un formulaire à choix multiples, par exemple. Mode de parole. Ça parle trop vite ou ça va? Bon, de toute façon, je vais répéter tout ce que je fais. Hein. Donc là, pour aller dans le formulaire, je vais utiliser la tabulation. Oui, bouton radio non coché. Donc oui, bouton radio non coché. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit bip. Ça veut dire en fait qu'on est passé dans le mode formulaire, donc c'est le mode qui permet de remplir un formulaire, de taper, donc de répondre si on doit écrire son nom, son prénom, etc. Donc là j'ai oui, mais je ne sais pas quelle est la question. Alors que vous l'avez vu, la question. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors du mode formulaire
Voilà, vous avez entendu le petit bip qui permet de dire que je suis sortie du mode formulaire. Et là, je peux utiliser en fait les touches de mon clavier pour me balader, donc aller de champ en formulaire ou de bouton radio en bouton radio, etc. Donc je remonte. Avez-vous un passeport? Voilà. Donc la question pour 3 millions, c'était avez-vous un passeport? Donc. Oui, bouton radio non coché. Non, bouton radio non coché. Continuer, bouton, continuer vers l'étape suivante. Voilà. Donc oui, bouton, non bouton, et continuer vers l'étape suivante, c'est le titre du bouton en fait. Graphique donc là, visage. on s'aperçoit que le gros problème, c'est que les champs ne sont pas reliés à l'étiquette du formulaire, et donc le lecteur d'écran, il n'est pas capable de l'identifier. Et donc nous non plus, on ne sait pas ce qui se passe dans ce formulaire. Donc on va passer au suivant. Contenu. Donc maintenant, on a le même formulaire corrigé. Donc vous, théoriquement, à l'écran, vous ne voyez pas de différence. Eh bien, vous allez entendre que si. Avez-vous un passeport? Gros pige. Oui, bouton radio non coché 1 sur 2. Alors, avez-vous un passeport? Groupige, parce que c'est la synthèse vocale qui ne sait pas parler français. Ça veut dire groupage. Donc groupage, parce qu'en fait, ça a été relié. Mais ça, on peut le corriger, je vous rassure tout de suite. On a un dictionnaire et on lui dit « groupige », tu vas dire « groupage ». T'as pigé? Merci. Bon. Donc, groupige, oui, bouton radio coché. Et si je fais tab? Non, bouton radio non coché 2 sur 2. 2 sur 2. Donc là, je sais qu'il y a 2 boutons qui correspondent à la question. J'étais sur le 1 qui était oui et le 2 c'est non. Là, il ne me répète pas la question parce qu'il l'a déjà dit une fois. Voilà. Et ensuite... Continuer, bouton, continuer vers l'étape suivante. Voilà. Donc ça, c'était continuer vers l'étape suivante. Donc là, vous apercevez que juste graphique par un visage simple... sur... Mode de parole désactivé. Juste le rajout d'une petite ligne de code, on a réuni les champs de formulaire visuellement et techniquement. En fait, bon, pour ceux qui connaissent, ce sont les éléments field, set et legend. Et du coup, ça permet que la question soit restituée par le lecteur d'écran et qu'on sache ce que c'était que la question. Donc, on continue dans les formulaires. Les champs qui ont des étiquettes similaires. Mode prénom, édition, autocomplétion. Prénom, Ville. édition, autocomplétion. Donc je suis sur un champ de saisie, il me dit prénom. Prénom, édition, autocomplétion. Pareil. Ville. Donc je ne sais pas pourquoi je dois donner 2 fois mon prénom. Donc vous avez vu tout de suite, hein, voilà, dans quel cas il fallait donner le prénom ou pas. Donc là c'est pareil, les champs ne sont pas mode de parole désactivé. Et donc on ne sait pas. Donc ce qui se passe là en fait, c'est que on ne sait pas des 2 champs de prénom si c'est le même prénom qu'il faut donner, parce que tout simplement là on navigue de bout en bout, donc de tab en tab, et donc on n'a pas une vision globale de l'écran comme vous l'avez. Donc maintenant, le même formulaire, pareil. Théoriquement, vous ne voyez pas trop la différence. Mais le code a fait que pour le lecteur d'écran, c'est différent. Mode de parole. Passager numéro 1 gros pige. Prénom, édition, autocomplétion. Ville. Bon, vous avez pigé le gros pige. Donc passager numéro 1, prénom avec autocomplétion. Passager numéro 2 gros pige. Prénom, édition, autocomplétion. Tout ça parce que ma synthèse vocale est tombée en panne ce matin, donc j'ai pris celle de secours. Donc elle a des prononciations un peu bizarres. Donc groupige passager numéro 2. Donc là, pour le coup, là ça marche beaucoup mieux. Je sais que le prénom 1 c'était le passager 1, le prénom 2 c'était le passager 2. Et il a juste fallu en fait permettre de distinguer chacun des champs avec les fameux éléments field, set et legend, toujours eux. Et ça va permettre de lever l'ambiguïté sur la fonction de chaque champ. Donc, ce n'est pas seulement la personne qui ne voit pas l'écran, mais c'est tous ceux qui n'ont pas accès à la mise en forme de la chose. Donc, les erreurs de saisie, ça aussi, on en a souvent, hein, parce qu'on remplit tous des formulaires et puis on fait toujours des erreurs. Donc, on y va. Mode. Passager numéro 1 gros pige. Prénom astérisque édition autocomplétion. Sélectionnez Sylvie. Donc là, il m'a dit passager numéro 1, groupage, prénom, astérisque, autocomplétion. Donc c'est pour me dire que c'est obligatoire, Sylvie. Ok, ça marche. Email astérisque édition autocomplétion. Sélectionnez Estu Château et commercial. Voilà, email. Mais je ne suis pas prévenue pour ce coup-là. Mode de parole désactivé. Une erreur. Vous la voyez, l'erreur. Mais moi, je ne la vois pas. Donc toujours pareil. Donc ça, en fait, c'est que l'information, elle est donnée par la couleur.
Et la solution, ça va être d'ajouter un texte adjacent qui va retranscrire l'information véhiculée par la couleur. Et si c'est des champs formatés, donc il va falloir ajouter un exemple pour dire ce qu'on attend, ce que vous devez saisir en fait. Donc voici le même exemple. Ah non, j'ai raté, pardon. J'ai raté. Donc c'était celui-là. En fait, j'ai dû passer une slide sans faire exprès. Elle était bonne en fait celle-là. C'était les informations signalées par la couleur. Je vais le refaire parler. Mode de email astérisque édition autocomplétion. Sélectionner Estu Château et Commercial Access 42.net. Non, il le dit pas. J'ai perdu une slide au passage. Bon, c'est pas grave. Donc, on arrive enfin toujours dans les formulaires. Vous l'avez vu, j'ai raté. Visiter lien contenu. Mode de parole désactivé. Donc voilà, les CAPTCHA. Qui n'aime pas les CAPTCHA? Donc là, c'était un vécu. Je vous ai mis un vécu. Mon fils a passé son brevet cette année et on nous m'avait dit, sur ce site-là, tu peux récupérer les résultats du brevet de ton fils. Donc il fallait mettre le mot de passe, le nom de l'enfant, sa date de naissance, je crois. Et après, il fallait saisir le CAPTCHA. On y va. Graphique image de vérification. Bien générer un nouveau code de contrôle, saisir le code de contrôle. Édition autocomplétion. Bouton valider, bouton quitter. Donc là, générer un contrôle, image de vérification, saisissez le code, bouton valider, bouton quitter. Il y a une image à saisir, mais je ne sais pas laquelle. Et là, par demander à quelqu'un de savoir ce qu'il y a dans l'image, je ne peux rien faire, je suis bloquée. Donc, alors pour la petite histoire, je n'ai pas eu les résultats du brevet. Je suis allée au collège, ils m'ont imprimé les résultats, et après on a utilisé un petit logiciel qu'on appelle logiciel de reconnaissance de caractère, et puis j'ai eu les résultats. Voilà. Donc les impacts de ce genre de choses, c'est que les CAPTCHA, ils sont aujourd'hui très difficiles pour beaucoup d'utilisateurs. Donc, comme vous l'avez vu, je n'ai pas accès à l'image puisque je ne la vois pas, donc je ne peux pas décrypter le contenu. On ne pourra donc jamais remplir le compte de sécurité. Et les personnes qui ont des difficultés de décodage de l'écriture, donc les personnes toujours qui ont une dyslexie ou qui ont des difficultés de lire des textes un peu déformés, pareil, ils ne pourront pas lire les caractères qui sont déformés. Voilà. Donc, la solution pour ça, ça va être... Pas de CAPTCHA, s'il vous plaît. Si vous pouvez les éviter, ne les mettre pas. Je sais, après, il y a les gens avec la sécurité qui vont aussi arriver avec leur marteau. Ouais, mais c'est pas sûr. Donc, c'est un peu compliqué, je sais. Autre solution, vous proposez une solution alternative. Donc, il existe des CAPTCHA audio. Mais le problème des CAPTCHA audio, c'est que des fois, c'est inaudible. Pareil, comme l'image. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien. Ou parfois, c'est du texte en anglais. Et on vous dit, retranscrivez ce que vous entendez. Alors, il te parle avec une vitesse pas possible. Et toi, tu essayes d'écrire en anglais ce que tu as compris. Donc, ça ne marche pas toujours. Donc, on est vraiment bloqué. Ou alors, proposer un courriel de contact, par exemple, ou cliquez sur tel bouton et on vous envoie un code par SMS et puis vous retapez le code que vous avez reçu par SMS. Il y a toujours des solutions, mais c'est seulement il n'y a pas toujours la volonté derrière. Voilà. Un autre truc, en tant que parent d'élève, je reçois souvent des documents bureautiques, des comptes rendus, des machins, signés par le proviseur. Et ce sont souvent des documents images, et donc des PDF signés. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit ce genre de document? On est super content, chouette, il m'a envoyé le truc en numérique, je vais pouvoir le lire et tout, c'est génial. Et voici ce qu'on entend. Ce document semble vide. Il s'agit peut-être d'un document mal structuré ou d'une image numérisée nécessitant la reconnaissance optique des caractères. Voilà. Ah comme ça, vous êtes content. Hein. Vous n'avez pas accès à l'information du tout. Donc les impacts, c'est pareil que pour les images. En gros, c'est que quelqu'un qui est malvoyant, qui a une dyslexie, etc., donc a du mal en fait à lire le texte, il doit adapter la présentation du document et donc changer la taille des caractères, changer la police, etc. Et un document image, il ne pourra pas y toucher, il ne pourra rien bouger. Les documents images, donc ces adaptations, on ne pourra pas les faire.
une personne qui utilise un lecteur d'écran. Donc je rappelle que ce n'est pas que les aveugles, il y a aussi les grands malvoyants, les personnes qui ont besoin de la synthèse vocale pour se faire lire ce qui se passe à l'écran. Donc là, pareil, le contenu dit juste que c'est une image, qu'il faut utiliser la reconnaissance de caractère, mais on n'aura pas accès aux documents. Et c'est encore à nous de faire le pas pour accéder aux documents. Donc demander à quelqu'un ou utiliser un logiciel de reconnaissance de caractère. Et qui est-ce qui perd le temps? Ben, c'est Bibi. Voilà. Donc la solution, qu'est-ce que ça va être? Il existe, certes, les documents signés par le proviseur, ils sont super importants, c'est le document officiel, mais on peut, pour les gens qui ont du mal à y accéder, fournir une version HTML, par exemple, équivalente, parce que nous, franchement, de la signature, on s'en fiche un peu, du moment qu'on a accès au contenu. Ou alors proposer un document, bon, j'ai mis Word, mais ça peut être OpenOffice ou LibreOffice, correctement structuré, avec des titres, des listes, qui va permettre à la personne d'accéder au contenu, de changer sa mise en forme et de l'adapter selon ses besoins de lecture. Donc pour en savoir plus, je vous ai mis, pareil, des guides sur les lecteurs d'écran pour vous expliquer un peu comment fonctionne un lecteur d'écran et comment on peut évaluer avec un lecteur d'écran. Alors... comment on fait pour changer tout ça? Parce qu'on a vu que, franchement, il y avait beaucoup de gros problèmes. Et ben, c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais commencer par un petit témoignage. Qui n'utilise pas? Oui, ça fait déjà 40 minutes. Je me dépêche. J'arrive. Donc, opération bancaire. Et ben, ce que je vous dis à vous, je vous fais une confidence. La confidence Blend, j'ai changé de banque. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas accessible. Tout bêtement. Parce que, donc... déjà, pour s'identifier, il fallait un clavier virtuel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces machins. Mais il était un peu obsolète parce qu'il fonctionnait avec QuickTime. Il ne marchait pas sous Firefox. Et franchement, quand vous entendez 9, 8, 4, 3, 2, 0, 9, 2, vous vous rappelez, vous, du premier chiffre qu'on vous a dit? Non, donc c'est compliqué. Les documents étaient des PDF images, comme on a vu. Ou alors, on vous disait, quand vous l'ouvriez, ce document est protégé en lecture pour les lecteurs d'écran. Donc, pas d'accès. Et ensuite, il fallait valider les opérations bancaires aussi bien sur le site que par téléphone avec le clavier virtuel. Vous mettiez 3 minutes pour valider et on vous disait « Votre opération est interrompue parce que vous avez mis trop de temps. » Voilà. Donc, j'ai contacté plein de fois par Twitter, mail, le service client, pas de réaction, ou alors on me disait « Oui, on transmet, etc. » Et au bout d'un moment, vous en avez marre d'être exclu et que vous laisse dans votre coin. Et donc, vous faites quoi? On change de banque. Donc j'ai fait toute une étude, non seulement de marché pour savoir laquelle banque était la plus solidaire, etc., mais aussi laquelle avait le site le plus accessible. Et le premier critère, ça a été le clavier virtuel. Donc j'ai contacté le référent accessibilité, je lui ai dit « Est-ce que ton site il a un clavier virtuel ?» Il m'a dit « Non. Est-ce que tu prévois d'en mettre un ?» Non. Bon, ok, je viens. Donc plus de clavier virtuel. Ensuite, le relevé de compte est un PDF accessible. On a accès à tout, un vrai tableau, on peut naviguer, on a accès à tous les comptes. On a des cartes personnelles, de clés personnelles papier, donc ça, c'est pas accessible non plus. Mais on donne à la personne qui en a besoin une alternative en Excel. Et il y avait un problème de sécurité et d'accessibilité, c'était que pour saisir ce code de la carte, il fallait saisir un chiffre qui apparaissait, saisissez le code dans la case 1 voilà, ou B1. Et c'était une image. Mais comme pour des raisons de sécurité, il ne fallait pas mettre d'alternative d'image, on n'a pas accès à la case. Donc, on envoie son numéro de banque au service compétent, et il vous met sur une liste blanche. Et ensuite, vous avez à nouveau accès à l'alternative. Et donc, c'est super. Et on a des référents accessibilité qui sont là, disponibles pour répondre à vos questions quand vous avez des soucis. Ils essayent de traiter. S'ils ne le traitent pas automatiquement, ils essayent de trouver des solutions intermédiaires. Donc, pour conclure, en résumé, qu'est-ce que vous devez faire ? Il faut prendre l'accessibilité dès le début du projet, pas une fois que tout est fini, parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher de tout réparer une fois que c'est fini. Il faut se former aux règles d'accessibilité. Il existe plein de formations pour tous les métiers, les développeurs, les designers, les contributeurs. L'idéal, c'est d'avoir en interne une personne qui va être référence sur l'accessibilité. Comme ça, elle peut voir les doléances, essayer de voir comment trouver une solution qui va satisfaire aussi bien la sécurité que l'accessibilité que les utilisateurs. Prendre en compte les besoins des utilisateurs, mais les traiter avec discernement. C'est-à-dire qu'un utilisateur, comme disait, je crois que c'était Laurence hier, ça marche pas, oui, mais si tu savais te servir de ta technologie d'assistance, ça marcherait peut-être mieux. Donc, quand on vous fait un retour, voir si ça vient de la personne ou de votre site. Et surtout, ne mettez-vous pas à la place des gens.
Vous ne saurez jamais exactement ce qu'on vit. Ça ne sert à rien de mettre des gants pour taper sur un clavier ou de mettre des lunettes pour simuler les handicaps. Parce qu'une fois que vous enlevez les lunettes, vous voyez à nouveau, vous pouvez à nouveau taper sur le clavier. Alors que nous, ça va rester comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Donc, demandez aux gens, on est là pour vous renseigner, pour vous dire ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Et tout va bien pour le meilleur des mondes. Donc sur ce, restons en contact. Je serai disponible dans le salon des conférenciers au niveau -1 pour échanger avec vous si vous le souhaitez. Et tous les infos sur Access 42 et sur ce qu'on fait sont dans le diaporama. Et je vous remercie pour votre attention et désolée d'avoir débordé. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, je t'ai mangé la main. Je t'ai mangé la parole. Merci beaucoup Sylvie. J'ai une petite question. On parle de la réglementation et que les sites gouvernementaux et de plateformes sont censés être accessibles. Je voulais savoir si en pratique c'était vrai et quelle était ton expérience. Bah justement non, c'est ce que je disais au début. Il y a une étude par l'association Brainet en 2014 déjà qui disait qu'il n'y avait que 4% des sites gouvernementaux qui n'étaient pas accessibles. Ça n'a pas beaucoup bougé, je pense qu'ils attendent tous le décret. Ils attendent tous la loi depuis 13 ans. Et malheureusement, ça ne bouge pas assez parce qu'on se dit, oh, on a le temps, on n'a pas refait le site, c'est une refonte mineure, donc on ne le fait pas. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore trop... Bon, il y en a qui le font, il y en a qui sont bien, hein, mais il y en a encore trop peu. Il faut qu'il y en ait plus. Bonjour, merci pour ta présentation. Comme tu as parlé spontanément de OpenOffice et LibreOffice, je me demandais si tu pouvais... si jamais tu utilisais du logiciel libre et si jamais tu voyais des différences entre la façon dont le logiciel libre était utilisé, était fait au niveau accessibilité et le reste. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de OpenOffice. Moi, je l'ai utilisé un petit peu, LibreOffice, mais je suis moins efficace. Il est utilisable à peu près, mais je suis moins efficace avec lui qu'avec Word, je suis désolée de le dire. Par exemple, moi j'utilise un logiciel de lecteur d'écran qui est open source, qui s'appelle NVDA. Donc je ne suis quand même pas complètement anti-libre non plus. Mais il marche quand même beaucoup moins bien. On est moins rapide dans sa navigation que dans Word. Et le souci, c'est que l'accessibilité de LibreOffice, elle évolue très lentement parce que c'est des contributeurs bénévoles qui contribuent. Donc voilà, c'est comme tous les logiciels qui sont très louables pour dégoogliser l'Internet, de Framadat et de tout ça. Ils sont super ces logiciels, mais pour l'instant, malheureusement, j'arrive pas à être aussi efficace qu'avec les concurrents payants où ils ont plein de fric derrière pour faire de l'accessible. Et voilà, donc c'est malheureusement dommage. Alors souvent on me dit pour le livre, tu leur écris, tu te plains. Ben oui, mais ça suffit pas. Nous on a besoin que ce soit efficace maintenant. Et tant que c'est pas efficace, on se tourne vers les trucs efficaces. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour ta conférence. Tu paraît que tu avais changé de banque, du coup, j'aurais aimé savoir, du coup, d'après ta comparaison, quelle banque tu as retenue et quelles sont les banques les plus accessibles. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, ça. Vous le tweetez pas, hein. Donc, en fait... Non, mais je leur ai dit, en fait, que j'allais en parler à Blend. Donc, c'est le groupe Crédit Mutuel CIC. Qui ont plusieurs référents accessibilité, je le sais parce que j'en ai formé quelques-uns, et qui font vraiment des efforts. Malheureusement, c'est toute l'équipe dev qui ne suit pas toujours aussi vite qu'ils voudraient. Par exemple, vous signalez un problème. Oui, c'est signalé depuis 2016, mais bon, il faut que ça se mette en place. Et franchement, les référents accessibilité, ils ont un dur boulot parce qu'il faut qu'ils arrivent à jongler entre ce que nous, on veut et nos droits, et puis ce que les développeurs peuvent ou ne veulent pas faire, quoi. Et la banque que j'ai quittée, c'est la Société Générale. Qu'est-ce qui vous fait rire, hein? Bonjour, merci aussi pour votre présentation. Je voudrais rester une seconde sur le sujet des banques. Je suis désolé. Il y a beaucoup de banques en ligne en ce moment qui n'ont pas de guichet. Je voudrais savoir si ces banques en ligne sont un peu, pas du tout. Je les ai étudiées aussi parce que, en fait, je
en fait, je sais pas, j'ai un handicap peut-être là, c'est que j'aime pas aller au guichet des banques et voir les banquiers en face. Et donc, je me dis, banque en ligne, c'est super, au moins, comme ça, on voit pas la personne, on est tout seul. Et donc, j'ai testé, non, j'ai pas essayé aux banques, mais beaucoup de gens me disaient du bien de Boursorama, parce que, justement, elle n'était pas trop chère, et que c'était bien et tout. Donc, le site s'est amélioré. Ils ont certes un clavier virtuel, mais il est un peu plus facile à utiliser que celui de la Société Générale. Mais l'application a un clavier virtuel, donc l'application mobile, a un clavier virtuel inaccessible. Donc, je leur ai écrit en leur demandant est-ce que vous prévoyez de rendre votre clavier virtuel accessible. On m'a dit pas répondu. Donc, j'ai boycotté. Donc, sinon, les autres, malheureusement, ne sont pas accessibles. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Alors, on a parlé de l'accessibilité de l'information, mais après, il y a la connaissance et la compréhension de l'information. Je pense à des moteurs, justement, du FALC, facile à lire et à comprendre. Est-ce que vous avez testé ce type de moteur et qu'est-ce que vous savez, en tout cas, sur le sujet, justement, des moteurs de traduction pour comprendre le contenu? Ouais. Alors, les moteurs de traduction, il faut être... Il faut être prudent, parce que les moteurs, c'est bien, ils permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Mais en ce qui concerne le FALC, par exemple, la seule personne qui va juger si elle comprend, c'est la personne elle-même. Et vous aurez 2 personnes concernées qui ne comprendront pas la même chose. On a eu une formation sur le FALC avec 2 personnes. Il y en a une, elle ne savait pas ce que voulait dire zone urbaine ou zone rurale. Elle dit quoi, c'est quoi la campagne? Elle ne comprenait pas, alors que l'autre personne comprenait. Donc vous aurez beau choisir les termes en pensant que c'est bon, le FALC, en fait, il n'y a rien de mieux que de le faire valider par les personnes concernées. Et ces logiciels d'automatisation, ils sont pareils pour le sous-titrage automatique. Vous avez sûrement vu des vidéos sous-titrées automatiquement sur YouTube. Ben, si vous faites attention aux sous-titres, vous apercevrez des fois qu'ils écrivent vraiment du n'importe quoi. Et donc il faut relire ce qui a écrit et corriger, parce que parfois, ça peut conduire à l'inverse que ce qui a été dit. Donc ça peut aider, mais ce n'est pas suffisant. Il y a toujours l'humain. L'humain est très important derrière. Je pense qu'il faut qu'on laisse la place au suivant. Donc n'hésitez pas à venir au salon. Et... Non, on a encore il faut que la personne s'installe aussi, c'est pour ça. Hein. Oh. Bon, me tapez pas le suivant, c'est pas moi qui l'ai dit. Du coup, j'ai une toute petite question qui est peut-être un point de détail, mais du coup, dans les logiciels de traduction vocale que vous utilisez, j'ai l'impression que du point de vue voix, on vous traduit des choses où je me demande si c'est utile, par exemple, quand on vous dit bouton continuer, continuer pour passer à l'étape suivante. Est-ce que vous avez besoin de tout ce point de détail, ou est-ce qu'au finalement, si on vous avait juste dit bouton à l'étape suivante, aurait suffi? Oui, tout dépend de la formulation des boutons. Là, ce que fait le logiciel, en fait, c'est qu'il va aller lire l'intitulé de lien, et si le concepteur a rajouté un titre au lien, au bouton, il va le lire aussi. Parce qu'il y a des boutons, en fait, souvent les gens mettent bouton OK ou s'inscrire, et c'est pas suffisant, il n'y a pas assez d'informations. Mais comme graphiquement, visuellement, on ne veut afficher sur l'écran que continuer parce que c'est plus joli, ça rentre dans la charte graphique ou je ne sais quoi, l'astuce, c'est de rajouter un titre qui est caché ou qui s'affiche que quand on passe la souris dessus et qui va donc être vocalisé quand on met le focus du lecteur d'écran, du navigateur sur le bouton. Donc du coup, si je comprends bien, quand même en passant par ces solutions-là, vous êtes obligé de faire une double traduction par rapport à la description qui est faite à l'oral? Non, il nous donne toutes les informations. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir le mot « continuer », mais moi, il faut qu'il me dise que c'est un bouton, que c'est un lien, que c'est une image. C'est ce qui se passe avec le lecteur d'écran. Il est beaucoup plus verbeux que l'information que vous voyez à l'écran. Mais ça ne me gêne pas, hein, c'est une question d'habitude après. Hein. D'accord, merci beaucoup pour votre aide. Okay. S'il y a encore une dernière question. Merci beaucoup pour la présentation. Bravo pour ton combat. Et merci pour ton combat, parce que je ne suis pas concerné à titre individuel, mais c'est très important. Peut-être un jour, mais je ne le souhaite pas pour toi. On ne sait pas, honnêtement. On ne sait pas. Non, j'avais une question justement sur ce qui vient d'être dit juste avant. Moi, je suis assez subjugué par la charge mentale qui doit être induite par l'utilisation de ce genre d'outils, quoi. Enfin, un simple formulaire comme ça.
Tu parlais de la déclaration d'impôt tout à l'heure. Je me dis, le mal de crâne qui doit être généré par ce genre de truc, ça va être absolument horrible. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'à ta connaissance, les gens qui développent ce type de prothèses, on va dire, ou d'outils... logiciels. Oui, d'outils logiciels. C'est pas du tout péjoratif quand je dis prothèse, mais s'intéresse à cette notion de charge induite, de la complexité que ça peut engendrer, et justement le fait de le tester, mais au sens qu'est-ce que ça représente en termes mental, cognitif, en termes d'efforts supplémentaires. Non, je pense que c'est le propre de ces logiciels, c'est qu'ils nous demandent un effort supplémentaire, mais qu'on a intégré puisqu'on a appris à l'utiliser comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit le problème de la personne qui conçoit un logiciel de se préoccuper si c'est une charge mentale supplémentaire. La charge de la personne qui développe, c'est de faire bien son travail, de respecter la norme. Et après, c'est nous qui gérons avec nos outils et qui prenons l'information que nous donne l'outil. Déjà, si tout le monde respectait la norme, oui, ça c'est clair que si tout le monde faisait au moins le minimum. Ouais. Et du coup, il y a un message aussi, j'imagine, derrière, c'est que tout ce qui est fait en termes d'accessibilité pure, entre guillemets, sert aussi les personnes qui n'ont pas forcément le besoin de ces adaptations ou de ce travail bien fait, entre guillemets. Bah ça sert, mais avant tout, ça nous sert à nous, parce que si on n'a pas ça, on n'a plus accès, on est de nouveau jeté au dehors de la société, quoi. Bonjour et merci beaucoup. C'était super enrichissant pour nous tous, je pense. J'ai une question très naïve et je m'en excuse si elle est maladroite. Il n'y a pas de questions naïves, elles sont toutes bonnes les questions. Je m'excuse si c'est maladroit, mais est-ce qu'il existe des développeurs malvoyants ? Il y en a. La copine qui voulait pas faire reposer que sur l'accessibilité, elle a été très longtemps très malvoyante. Donc elle utilisait ZoomText, un logiciel de Zoom, pour lire l'information. Et donc, elle était super douée en CSS, en tout ça. Et voilà. Bon, maintenant qu'elle ne voit plus, elle ne peut plus développer. Mais elle a des idées du code et tout ça. Et puis, il peut très bien y avoir des développeurs qui ont vu et qui, un jour, pour une raison X ou Y, ne verront plus. Et voudront peut-être continuer à être développeurs. Mais ils ne peuvent pas aujourd'hui continuer ? Ah bah si, mais il faut se faire aider si on veut faire une mise en forme quelconque ou quoi. Il faut qu'on sache quel est le rendu... de ce qu'on fait. Mmh. Donc on a quand même des couleurs en mémoire, je pense, le design en mémoire, mais il faut qu'on soit sûr que ce qu'on fait, ça correspond à ce qui doit être fait. Mmh. Et si on a déjà toutes les connaissances en code et tout ça, il n'y a pas de raison. Bon, juste un développeur back-end qui n'a pas besoin d'avoir une mise effectivement en forme, ou quelqu'un qui va coder une API, ou je dirais même quelqu'un qui va être dans la data, devrait, selon vous, est-ce qu'il peut aujourd'hui être développeur et malvoyant, très malvoyant ? Bon, je pense qu'il y en a qui peuvent. Et pour information, les personnes qui développent le logiciel de lecture d'écran que j'utilise, NVDA, sont aveugles ou très malvoyants. Donc dans certains domaines, on peut être développeur, effectivement. Il suffit d'avoir les outils. De rien.